Bonjour à tous. C'est une configuration un petit peu originale aujourd'hui puisqu'on a deux de nos invités qui sont en visio, mais ils arrivent. Voilà, moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette dernière causerie avant l'été, afin d'évoquer avec mes invités et avec vous ensuite un sujet vieux comme le monde finalement, ou presque, la résidence. Alors bien sûr, je ne vous parlerai pas de Mécène, qui quelques années avant notre ère offrait déjà aux artistes le gîte, le couvert, la protection et des conditions dignes de ce nom pour créer. Je vais plutôt me concentrer sur ces 20 dernières années. Jusque-là, qui parlait de résidence pensait irrémédiablement à la plus prestigieuse d'entre toutes à l'époque, l'Académie de France à Rome, qui avait été fondée en 1666 par Colbert, appelée Villa Médicis, depuis que Napoléon l'avait logée dans une villa qui lui a donné son nouveau nom en 1803. Puis il y a eu la Casa Velasquez en 1928 à Madrid, la villa Kujoyama, construite en 92 à Kyoto pour accueillir des artisans d'art et leur permettre de s'initier aux techniques artisanales millénaires du Japon. En France, c'est vrai qu'il a fallu attendre l'arrivée de la gauche au pouvoir en 81 pour voir se développer des initiatives dans les FRAC. Et le FRAC Pays de Loire, par exemple, a été pionnier en la matière, ou même dans les écoles. Et puis ensuite, ça s'est développé partout ailleurs, quand l'idée de résidence a pris une plus grande ampleur, jusqu'à voir naître profusion de lieux d'accueil pour les artistes ces dernières années. Alors certains sont publics, adossés à un centre ou à un centre d'art ou une école d'art. D'autres sont privés, d'autres encore sont associatifs. Certains ont été créés par des artistes ou par des mécènes ou par des fondations d'entreprises ou par des entreprises qui accueillent les artistes au sein de leurs usines. Il y a aussi nombre de tiers-lieux. Je crois qu'il y en aurait près de 1800 en France. Mais de toutes ces résidences, c'est vrai que ces toutes dernières années, dans les plus récents, celle qui a le plus fait parler d'elle depuis 2021, c'est incontestablement la Villa Albertine aux États-Unis, qui a été lancée par Jean-Yves Le Drian, alors ministre des Affaires étrangères, et dont le directeur Gaëtan Bruel est parmi nous. Il devrait apparaître bientôt à l'écran. Voilà, donc il est à New York, hein, Gaëtan. Euh, Prenant acte, je cite, d'une nouvelle géographie mondiale des arts et des idées où les États-Unis jouent plus que jamais un rôle premier, mais où la France peut aussi gagner des points, Jean-Yves Le Drian inaugurait cette résidence d'un nouveau genre, non pas implantée dans une ville, dans un seul lieu, mais éparpillés dans plusieurs métropoles, accueillant chaque année entre 50 et 70 résidents, non pas pour leur proposer de se retirer du monde pour créer, mais au contraire, pour les immerger au cœur du milieu professionnel auquel ils appartiennent, afin qu'ils puissent nouer des rencontres, des collaborations et des échanges, avec pour chacun un référent à son entière disposition pour l'aider à organiser au mieux son séjour et lui prendre tous les rendez-vous dont il a besoin. Alors, est-ce que c'est une révolution? On verra ça avec nos différents intervenants. Mais peut-on se faire... En fait, la question, c'est est-ce qu'il existe une seule idée de ce que c'est une résidence? Je ne crois pas. Et je l'ai cru à la lecture du rapport de la Direction générale de la création artistique, la résidence d'artistes, un outil inventif au service des politiques, auquel a participé l'une de nos invitées, Sandrine Mailleux, que vous voyez à l'écran. Je le crois encore moins. À le lire, on est bluffé par la richesse de ce qui existe. On sort aussi de cette lecture avec, disons-le, le vertige. Certes, les résidents ont pour point commun d'être encadrés par deux circulaires ministérielles datant l'une de 2006, l'autre de 2016. L'association Art en résidence, réseau national cofondé par Anne Stouvenel, l'une de nos invitées qui est à ma droite et qui a d'ailleurs participé à l'élaboration de la circulaire de 2016, a mis au point une charte déontologique et un contrat type. Mais à lire le rapport, on a l'impression qu'il y a autant de résidentes différentes qu'il en existe. Voilà. Mais rien, pourtant, elles sont très nombreuses, mais rien ne semble les fédérer. Les résidences, pourtant, c'est un enjeu majeur pour les artistes visuels et votre présence ce soir, je crois, le prouve.
Et on en parlera notamment avec notre autre invité, Gaël Lotte, à ma gauche. Et parce que les résidences offrent pour beaucoup de plasticiens, pour beaucoup d'artistes, leur principal moyen de subsistance. C'est donc un sujet essentiel que je vous propose d'aborder ce soir dans une causerie déclinée en 4 parties. On commencera par tenter de définir ce qu'est la résidence et ce que chacun en attend. On s'intéressera ensuite à la Villa Albertine, avant de s'interroger sur la politique de l'État en la matière, puis de se projeter dans l'avenir en explorant d'autres pistes de développement pour les résidences. Mais avant tout, permettez-moi de vous présenter nos intervenants. Alors, je voulais commencer par le seul homme qui était parmi nous ce soir, Gaëtan Bruel. J'ai toujours pensé que la parité, finalement, ça servirait beaucoup plus les hommes que les femmes au final. Alors, Gaëtan Bruel, qui devrait arriver d'ici peu à l'écran, est conseiller culturel de l'ambassade de France à New York. En janvier 2020, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères lui a confié la mission de concevoir et d'ouvrir aux États-Unis la 4e villa de la France à l'étranger, ce qui sera donc la Villa Albertine, qu'il dirige depuis septembre 2021. Auparavant, il avait travaillé dans 3 ministères différents, la Défense, la Culture et les Affaires étrangères. Il a notamment créé la mission cinéma du ministère des Armées, exercé des fonctions d'administrateur de l'Arc de Triomphe et du Panthéon au sein du Centre des Monuments Nationaux. Avant de prendre ses fonctions à New York, il était conseiller du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères en charge des Amériques et de la diplomatie. Anne Stouvenel est directrice de centre d'art et responsable de résidence d'Auteris, dont elle est également commissaire d'exposition indépendante. Elle est actuellement directrice du Centre national d'édition Art et Images, centre d'art contemporain basé à la Cité internationale universitaire de Paris et en Normandie. Elle est par ailleurs membre du conseil artistique de Finistère, je le prononce bien, Finisterae, voilà, je me disais qu'il y avait une astuce. Un centre d'art insulaire qui réalise des résidences, des explorations, des événements et des expositions sur différents espaces maritimes ou littoraux en Bretagne et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et elle est également cofondatrice et coprésidente d'Art en résidence Réseau National, structure de résidence et de plateforme de ressources qui permettent la mise en commun d'expériences, de compétences et de réflexions. Anne Stouvenel est également formatrice et membre du conseil d'administration du CIPAC, la Fédération des professionnels de l'art contemporain. Précédemment, vous étiez directeur du centre d'art et responsable des résidences du pôle art visuel à main-d'œuvre, lieu pluridisciplinaire à Saint-Ouen, de 2013 à 2020 et directrice des Verrières, résidence atelier de Pont-Aven, entre 2008 et 2012. Voilà. Gaël Lotte à ma gauche. Ah ben je vois, voilà, Gaëtan nous a rejoint. Gaëtan, je vous ai présenté, mais vous n'étiez pas là, je crois. Mais j'ai fait les présentations. Gaël Lotte est diplômé des Beaux-Arts de Bordeaux et de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Lyon en 2012. Je crois que vous avez été diplômé. Vous vivez et travaillez actuellement à Lyon. Vous pratiquez la peinture, la céramique, l'installation, la petite édition et nourrie par un travail de dessin pour des affiches de concerts souterrains, par une certaine culture underground aussi et par vos propres questionnements existentiels. Votre travail évolue, mais qu'est-ce que j'ai ce soir, évolue autour de l'idée de contraste, des images colorées pour des émotions souvent mélancoliques, des récits inframinces à base d'humanoïdes flous qui, dans leurs traits, revendiquent une sensibilité aux fragiles, aux troubles et aux marges. Depuis votre sortie d'école, Gaël, vous gravitez dans le milieu graphique du fanzine et de la musique alternative, ce qui nourrit votre travail. Et en parallèle de ces activités, en sous-sol, comme vous dites, vous effectuez des résidences seules ou en collectif, avec par exemple la HED à Genève, la Fraternelle à Saint-Claude, Chantier public à Poitiers, la Factotarie à Lyon ou encore dernièrement la Cité internationale des arts à Paris avec la DAGP. Voilà. Ces dernières années, votre travail a fait l'objet de plusieurs expositions personnelles dans des centres d'art, dont Le Récit est une plaine à la Fondation Bulgarian à Lyon, de certaines manières affectées à la
Tôlerie, ah mais ça va pas du tout, à la Tôlerie à Clermont-Ferrand ou encore Bal costumé, un chantier public à Poitiers. Et vos prochaines expositions personnelles auront lieu à la galerie Bacqueville à Lille, je crois que c'est en octobre, m'avez-vous dit, et au Point commun à Annecy. Et enfin, Sandrine Mailleux qui est avec nous. Sandrine, et que vous voyez à l'écran. Sandrine est agrégée d'art plastique et inspecteur de la création. Elle a rejoint le ministère de la Culture en 2006 et le service de l'inspection de la création artistique de la Direction générale de la création artistique, où elle coordonne le collège art visuel en 2018. Elle est co-auteure du rapport dont je vous parlais tout à l'heure, La résidence d'artiste, un outil inventif au service des politiques publiques, publié en 2019. Donc, on va commencer d'abord par parler de la résidence et de se dire finalement la résidence, qu'est-ce que c'est? Et Anne, je me tourne vers vous, c'est quoi une résidence? Tout simplement. Vaste sujet. Ouais. En effet, bonjour à toutes et à tous. Je me tourne un peu. En effet, on a créé ce réseau national en 2010, donc à 13 ans, pour tenter de répondre à cette question et de permettre à nos structures membres un meilleur accompagnement dans la structuration, pour en parler. En 2010, il y avait un rapport du CNAP de 2005, un petit journal. Et puis, ce guide 196 résidences en France qui est sorti donc en 2010. Et au même moment, on créait cette fédération et on s'est demandé, mais en fait, il y a 196 lieux vraiment en France. Comment ça se fait, mais qui fait quoi Moi, donc, j'arrivais dans un petit lieu en Bretagne. J'avais des collègues à la Friche Belle de Mai qui se posaient les mêmes questions. Et puis, en fait, on a commencé à rédiger une charte déontologique tout de suite. Et à chaque arrivée de nouveaux membres, la charte était réécrite. Donc, comme tu le disais, effectivement, il y a un lieu de résidence il y a une définition par lieu de résidence. Mais dans cette charte, quelles sont les grandes lignes de cette charte? Et alors, justement, on est revenu sur un rapport du ministère très simple sur la rémunération des artistes. Donc, on dit que 70% du temps de la résidence doit être consacré à la pratique personnelle de l'artiste. Autrement dit, avec un minimum d'obligations, ce qui fait la différence en fait avec un montage d'exposition, avec des ateliers pédagogiques pour les enfants ou autres. Voilà. Un lieu de résidence doit aussi avoir une personne qui vient accompagner pour art en résidence. Une personne qui vient accompagner l'artiste. L'artiste doit être rémunéré. Donc, on est sur des rédactions de barème actuellement très précis. Et puis la structure doit être basée en France. Alors, la structure juridique, donc on a par exemple la Villa Kojoyama est effectivement adhérente. Donc, on a 46 membres cette année. D'accord. Et justement, vous disiez on disait qu'il y a autant de résidences différentes qu'il y a de résidences. Quel conseil donnez-vous aux artistes pour choisir leur résidence, puisqu'elles sont toutes si différentes quand on vient vous voir? Alors, il y a des résidences qui fonctionnent par appel à candidature, d'autres par invitation. Par invitation, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas contacter les gens. Par exemple, pour Finistère et Centre d'art insulaire, on fait des invitations, mais en fait, la moitié, voire les trois quarts des gens qu'on accueille, ce sont des gens qui nous ont écrit, tout simplement, ou qu'on a rencontrés. Donc, l'idée, c'est quand même effectivement de postuler ou de contacter quand même il n'y a pas d'invitation. Je pense qu'il faut vraiment avoir la résidence n'est pas, à mon avis, du tout un passage obligatoire. Je pense qu'une résidence, ça se tente quand on a vraiment un projet en tête, une intention en fonction d'un territoire précis ou en fonction des gens en fait, qui travaillent dans les lieux de résidence. Il y a des lieux de résidence qui accompagnent sur de la mobilité, d'autres sur des temps vraiment de recherche, d'autres lieux qui sont là beaucoup plus sur la professionnalisation, par exemple, des artistes. En fait, il y a pléthore de projets, de projets de résidence, et donc en fonction en fait des intentions de l'artiste, on va s'orienter. Alors il y a aussi une autre astuce, c'est de postuler à plein de résidences qu'on veut pas, et
et tant pis si on n'est pas pris, pour au moins faire circuler son dossier. Alors ça, c'est d'autres choses, mais je pense qu'il faut vraiment s'intéresser à qu'est-ce qui se fait dans le lieu et qui est là et quelles sont les compétences en interne. Enfin, vous parliez d'appel à projet, je me tourne vers vous, Sandrine. Dans votre rapport, vous disiez que l'appel à projet est quand même quelque chose de très décrié. Qu'est-ce qu'on lui reproche à cet appel à projet? Alors, bonsoir à tous. L'appel à projet, je pense que quand il est trop formaté, il peut finalement porter atteinte au principe même de la résidence. Pour moi, le principe de la résidence, c'est de donner à un artiste la liberté de travailler en étant détaché des contingences économiques pour un temps donné. Si l'appel à projet est trop fermé, c'est-à-dire notamment s'il exige une production, par exemple, dont le commanditaire deviendrait accessoirement propriétaire à la fin de la résidence, bah, pour moi, c'est plus vraiment le principe d'une résidence. C'est une sorte d'acquisition qui ne dit pas son nom, ou c'est une commande un peu directive qui va porter atteinte à ce que devrait être le principe même d'un artiste en résidence. Voilà, donc je pense que le principal reproche sur l'appel à projet est celui-là, mais on parle aussi d'une multitude de résidences. Si je repense au projet qui doit être rédigé pour la Villa Médicis, quand vous candidatez, vous devez fournir un CV, mais aussi un projet. À aucun moment, on vous demandera de rendre des comptes. C'est-à-dire que vous pouvez parfaitement être retenu à la villa et à la fin de votre séjour, bah, finalement, vous aurez fait autre chose ou ce qui était votre projet avant même d'arriver à Rome aura tellement évolué que bah, ça aura plus grand-chose à voir avec ce qui était initialement prévu. Et non seulement c'est pas grave, mais en fait c'est même bénéfique. C'est que la résidence a apporté de l'eau au moulin de réflexion et d'une production. Voilà. Sur les appels à projets, je crois que l'essentiel, c'est ça. C'est d'être sans doute trop cadré. Gaëlle, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que vous attendez, vous, comme accompagnement quand vous faites une résidence? Ou est-ce que vous attendez un accompagnement? Ça dépend un peu des résidences, Ouais. oui. Mais en tout cas, pour réagir à ce que vient de dire Sandrine, moi, je suis complètement d'accord avec ça. L'idée de... Pardon, je me vois en même temps, ça me trouble. Non, mais cette chose de ne pas avoir trop d'attentes envers l'artiste qui postule pour une résidence et que la résidence puisse être un espace vraiment d'expérimentation et de recherche et voilà, sans la pression de devoir fournir absolument quelque chose à la fin voilà, que ce soit... bon, voilà. Ça, c'est les résidences qui sont top, quoi. Ça, c'est ça, une résidence réussie pour vous? Oui, parce que c'est de l'espace donné, du temps et parfois de l'argent pour vraiment faire des espaces. Ça ne devrait pas être parfois, ça devrait être tout moi, le temps. je me permets juste, en fait, après, c'est très personnel. Moi, je ne demande pas de projet. Par exemple, je demande une intention, oui, mais un projet, non, puisqu'en fait, tout simplement, on va recevoir beaucoup de dossiers. Et puis, on va dire non à 99% des gens qui auront donc travaillé pour rien. Voilà, pour rien. Et puis même, à la limite, je dirais presque, à mon avis, quand un artiste ou une artiste finit par réaliser son projet en résidence, c'est pour moi clairement un échec, puisqu'en fait, voilà, le but de la résidence, c'est justement de se perdre, de rater, de se risquer, de revenir, de continuer et de faire justement ce qu'on n'attendait pas au départ. Donc, voilà. Ben oui, en fait, ces espaces-là, ils sont assez rares dans la vie d'artiste, en fait, de pouvoir, oui, ce que tu dis, de rater, de contourner, de tester des choses, de profiter d'un environnement qui n'est pas celui du quotidien et de pouvoir se laisser porter par ça. Mais dans le rapport auquel a participé Sandrine, il dit que la résidence est un accélérateur de carrière. Est-ce que l'une et l'autre, vous le vivez comme ça? Je poserai la question aussi à Gaëtan. Pareil, ça dépend des résidences, quoi. Ouais. Moi, la plupart des résidences,
ça a été dans des milieux plutôt associatifs ou des choses. Même des fois, je m'auto-invite dans des lieux parce que je sais qu'il y a, je sais pas, une presse ou des outils de façonnage de bois et donc je me façonne ma résidence idéale, quoi. Bah, alors là, il n'y a pas d'argent, mais du coup, là, ça va pas accélérer ma carrière ou quoi. Oui, il y a certains lieux plus institutionnels où il va y avoir un regard voilà, sur les personnes qui ont été invitées dans ces résidences, mais du coup, ça dépend des lieux. Enfin, je pense que les lieux qui sont des accélérateurs de carrière sont assez rares, quoi. Enfin, je sais pas. En tout cas, aussi... Ouais, pardon. Non, j'aime plutôt à penser effectivement ça. En tout cas, on essaye tous les jours. Accélérateur de carrière, puisqu'il y a un véritable accompagnement justement dans la liberté de création totale de l'artiste et dans la recherche. Et qu'effectivement, les cadres de recherche ne sont pas si nombreux que ça. Voilà, donc c'est vraiment des lieux à chouchouter, à privilégier. Et ce sont aussi des étapes. Je repense à Nicolas Floch qui parlait justement de la Villa Albertine. Sur un précédent symposium et en fait il disait que c'était pour lui des étapes aussi et qu'en fait il peut avoir un projet sur 10 ans et en fait un projet jalonné en fait de résidences, de différentes résidences qui forment un projet global et c'est ça aussi, c'est le fait que ça apporte une pierre à l'édifice qui sont fondamentales quoi en fait. Ouais, en fait c'est primordial, c'est vrai d'avoir des espèces de... Enfin, moi, j'appelle ça des tunnels de création. Donc, c'est-à-dire on n'est pas pris par l'histoire de gagner des sous ou de devoir gérer des choses très quotidiennes. Là, c'est des espèces de moments vraiment privilégiés où justement la pratique peut évoluer et se développer de manière... voilà. Et du coup, la carrière aussi. Oui. Ouais. Quelles sont les principales, je pose la question à toutes les deux, quelles sont les principales difficultés, Gaëlle, auxquelles vous êtes confrontée quand vous avez été confrontée en résidence ou pas? Oui, a priori, c'est plutôt des petits cocons, quoi, les résidences. Enfin, et d'ailleurs, moi, j'ai parfois postulé à des résidences parce que il y avait une précarité au niveau de mon atelier, par exemple. À un moment, j'avais plus d'atelier, ou alors, enfin, voilà, on est quand même dans des vies assez précaires, les artistes. Et du coup, de pouvoir avoir de l'espace pour créer. Enfin, des fois, juste on postule parce qu'on a besoin d'espace, quoi. Enfin, donc. Et vous, à la tête de résidence, justement, quelles sont les principales difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Alors, elles sont aujourd'hui assez multiples. Donc, je vais essayer de faire très court. Les lieux de résidence sont quand même des lieux, ce sont des lieux extrêmement généreux. C'est une évidence. Mais des lieux très précaires, il faut quand même se le dire, avec souvent de petites équipes. On est sur 46 membres d'Art en résidence, à 3/4 à peu près de lieux qui sont en fait des lieux autonomes. Donc sans label, il n'y a pas de label pour les résidences d'artistes. Les lieux n'en ont pas forcément envie parce que ça enferme beaucoup aussi. Mais c'est vrai qu'on est très fragilisé par rapport aux lieux qui en ont, Centre d'Art Frac par exemple, au niveau des arts visuels. Donc voilà, c'est assez des lieux assez précaires et qui sont en fait là très impactés puisqu'en fait il y a une montée des charges sociales des salariés, une montée sur des barèmes qu'on appelle de nos voeux pour mieux rémunérer les artistes. Et d'un autre côté, on est pris de plein fouet comme tout le monde, par l'inflation, etc. Et avec c'est un fait, un ministère et des collectivités territoriales qui nous demandent au contraire que eux en fait économisent aussi, parce que toutes les collectivités qui eux aussi ont cet impact-là et donc vont demander là clairement actuellement à beaucoup de lieux de réduire la voilure. Donc on est dans une explosion des dépenses et une réduction des recettes clairement. Donc ce sont des lieux et donc à la base quand même fragilisés. Donc c'est pas fou quoi. En ce moment c'est un peu compliqué. Alors, je veux bien juste parce que ça c'est les coulisses et voilà, moi j'ai pas trop accès à ça. Mais du coup,
enfin, je réfléchissais. Sur les difficultés, elles sont plutôt en amont sur postuler à une résidence, et c'est que ça prend quand même du temps si on veut faire un dossier qui est pertinent, et voilà, avec une proposition ciblée sur le lieu de résidence, tout ça. Et c'est beaucoup de temps, et c'est un travail qui est assez ingrat parce qu'en fait, il y a très peu d'élus, et du coup, c'est beaucoup de temps passé à faire des dossiers. C'est autant de temps perdu aussi pour la création, et du coup, c'est ça la difficulté, je dirais. Voilà, de postuler à... Est-ce que c'est pas ça aussi le problème, c'est-à-dire que la résidence vous permet d'avoir de l'espace et un espace où travailler, d'avoir une rémunération. Est-ce que finalement, vous ne risquez pas de passer votre temps à courir et à préparer des dossiers pour aller de résidence en résidence qui va impacter la création? Ouais, moi j'en fais très peu, j'avoue. Ouais. Vous en faites très peu pour... de demandes de résidence. Ah ouais. Parce que ça vous prend trop de temps? Déjà, j'ai peur de l'échec. Donc, j'en fais très peu, comme ça, je risque pas de les rater. Et puis, mais on peut réussir aussi. Oui, la preuve, j'ai été à la Cité. Ça marche des fois. Mais il faut postuler, puis oublier qu'on a postulé. Comme ça, on n'est pas déçu. Mais bon, bref. Sandrine, je me tourne vers vous à nouveau. Est-ce qu'on peut, à la suite du rapport que vous avez fait, est-ce que vous pensez qu'un artiste aujourd'hui peut vivre de son art sans passer par cette case résidence? Ah oui. Je pense que la résidence, c'est pas l'outil miracle qui va correspondre à absolument tous les artistes. Je crois qu'il y a des artistes qui vont très bien se sentir dans ce principe, et qui, comme on le disait, vont pouvoir bénéficier d'un accompagnement, d'un lieu de travail éventuellement. Mais je pense que ça ne correspond pas à tous. Et pour revenir sur l'histoire d'accélérateur de carrière, en fait, je pense que c'est dans le sens permettre une recherche. C'est-à-dire qu'accélérateur de carrière, ça ne veut pas forcément dire devenir le meilleur artiste français ou le plus rémunéré le lendemain. Ça veut dire faire progresser en fait sa réflexion et sa carrière. Donc, indéniablement, la résidence permet ça, mais en fait, je dirais qu'elle ne le permet pas pour tous, parce que la singularité de chaque artiste, ce qui fonde même en fait la condition de l'artiste, va pas forcément coller avec le principe de la résidence. Il y a des artistes qui préfèrent réfléchir de manière isolée, en voyant personne et en étant dégagés de tout contact, au moins pour un temps, par exemple, avec tout ce qu'implique des résidences où il faut parfois même intervenir en milieu scolaire ou dans un centre d'art ou que sais-je. Voilà, donc il y a des artistes auxquels ça ne correspondra pas du tout. D'accord. Gaëtan, je me tourne vers vous maintenant pour parler de la Villa Albertine et pour savoir de quel constat vous êtes parti pour créer cette villa et pour lui donner la forme que vous lui avez donnée, qui est très originale. Merci Yasmine. Je suis ravi d'être dans cette discussion, et je crois que ce qui est déjà clair, c'est à quel point chaque résidence est unique et en même temps très connectée à une question forte qui est la question de la liberté qu'on peut offrir à des créateurs. Et je crois plus précisément le fait de se situer dans un modèle français qui est assez unique par rapport à d'autres pays où on soutient beaucoup, pas assez, mais beaucoup la création. Quand on parle de résidence, on est, je crois, sur l'amont de la création. C'est-à-dire on n'est pas sur l'aval quand il y aurait un projet trop précis à produire. Les résidences qu'on évoque ont en commun, me semble-t-il, c'est le fait d'offrir cette carte blanche, cet espace de liberté où on va justement décentrer un peu le regard et se dire que si on entre dans l'atelier de l'artiste, des artistes, ils ont chacun des besoins différents. Certains produisent vite, d'autres mettent plus de temps. Certains, c'est un chemin direct, d'autres, c'est plus sinueux. Et en tout cas, la résidence, c'est cet espace-temps qui va offrir un accompagnement délivré le plus de contraintes possibles. Et ça, je crois que c'est ce qu'on a en commun. Alors, s'agissant de la Villa Albertine, elle a une double spécificité. C'est que d'abord, c'est une résidence à l'étranger. Et je crois que c'est une catégorie en soi de résidence, celle qui se déploie à l'étranger. On pourrait raffiner et dire qu'il y en a de différents types, mais en tout cas, la deuxième spécificité pour les États-Unis, pour la Villa Albertine, c'est qu'elle est aux États-Unis, dans un pays
qui occupe une place particulière sur la scène mondiale des arts, une place à la fois très prescriptrice, une place aussi très difficile. C'est difficile quand on est artiste, quelle que soit sa discipline, et y compris le degré d'avancement dans un parcours, mais les États-Unis, y compris pour les plus grands artistes, si tant est que cela ait un sens, il y a toujours un peu un challenge. Et donc, en tout cas, la Villa Albertine, c'est avant tout un essai de s'inscrire dans une histoire, celle des résidences de la France à l'étranger, mais d'avoir une réflexion spécifique sur ce que sont les États-Unis aujourd'hui, ce qu'ils peuvent apporter à des artistes et ce que sont les besoins des artistes dans le monde contemporain. Pour résumer les choses, je dirais qu'on a beaucoup réfléchi, ou essayé en tout cas de réfléchir à cet espace de liberté qu'on pouvait offrir aux artistes. Peut-être à deux niveaux. L'espace de liberté, c'est à la fois comment créer cette liberté, comment libérer le plus possible les contraintes qui sont d'ordinaire celles que rencontre un artiste, et notamment assumer de dire que être artiste, c'est une profession, elle est particulière, mais c'est pour un certain nombre un vrai métier, une occupation professionnelle avec des contraintes qui sont pas toujours bien prises en compte parce qu'il y a de la part du public, pour une part, ce fantasme du créateur qui créerait, quelles qu'en soient les conditions. Donc, premièrement, comment on libère le plus possible les contraintes, mais l'autre élément de la réflexion, cet espace de liberté, c'est que fait-on de cette liberté? C'est pas seulement comment on crée de la liberté pour les artistes, mais qu'est-ce qu'on peut en faire pour eux? Et donc là, on s'est dit qu'aux États-Unis, il y avait au moins deux dimensions à tenir ensemble. La première, c'est une dimension très géographique. Les États-Unis, c'est un pays immense, très décentralisé, et une villa qui aurait été seulement à New York n'aurait pas permis, mettons, à un architecte d'aller à Chicago, un scénariste d'aller à Los Angeles, un musicien de jazz d'aller à la Nouvelle-Orléans, mais du reste, c'est pas à nous de dire où les artistes ont envie d'aller. Et donc, on se dit, le premier service à offrir aux artistes qu'on veut accueillir en résidence, c'est de les laisser choisir là où les géographies d'accueil de leur projet. Donc, comment on imagine une villa qui a un peu le don d'ubiquité. Et l'autre dimension était de dire que les artistes sont des individus comme nous tous, ils ont des besoins spécifiques, ils ont des approches différentes de la création, et donc il ne faut pas simplement qu'on les emmène partout où ils ont besoin d'aller, il faut qu'on essaie de faire du sur-mesure à chaque endroit. Et donc cette villa un peu idéale, alors non pas idéale en général, et vraiment je crois important de dire que la Villa Albertine n'est pas un manifeste général de ce que devrait être une résidence d'artistes demain, c'est une réponse spécifique à une situation spécifique qui est celle des États-Unis, mais en tout cas on a essayé de déployer ce modèle-là dans cette double dimension, don d'ubiquité, approche aussi sur mesure que possible, ou en bref, on dit on va essayer de faire en sorte que c'est plus tant l'artiste qui doit s'adapter au cadre de la résidence que la résidence qui peut s'adapter à son projet. Et ça, on le rend possible à travers, d'une part, la multiplication des lieux de résidence possibles. Donc, il n'y a pas un seul bâtiment, on a plusieurs lieux qui nous appartiennent en propre. On a des partenaires qui accueillent des résidents chez eux. On a à New York une approche encore plus radicale qui est de dire à nos résidents où est-ce qu'ils ont envie d'être en ville, parce que selon que vous êtes à Brooklyn, à Tribeca, Harlem, c'est une expérience différente. Et donc, voilà, il y a des lieux. Ce n'est pas une résidence hors les murs, ce n'est pas une résidence virtuelle, c'est très concret. Ce n'est pas une fellowship au sens où on donnerait de l'argent où les résidences débourrées. On va les chercher à l'aéroport, on leur a trouvé un lieu, plusieurs lieux. Mais surtout, ce qu'on essaie de faire, c'est une résidence où le lieu n'est pas l'alpha et l'oméga de la résidence, notamment pour des raisons écologiques. Venir aujourd'hui aux États-Unis pour s'enfermer dans un studio et être dans une super communauté d'artistes, c'est super, mais peut-être qu'on peut trouver la même chose plus près de chez soi. Si en revanche, c'est venir aux États-Unis pour sortir du lieu de résidence, pour se déplacer, pour rencontrer, pour s'inspirer, là, ça devient peut-être très intéressant. Et donc ça, c'est l'autre dimension de comment on a déployé la Villa Albertine, c'est l'accompagnement qu'on a, la méthodologie d'accompagnement qu'on a essayé de mettre en place avec une équipe. Donc on a 90 personnes dans nos équipes réparties dans 10 villes, avec des experts dans chaque discipline, avec des spécialistes de la logistique, avec des gens sur le terrain. Mais on s'est dit, en un sens, ça ne suffit pas. Et que le vrai accompagnement, en fait, il viendra pas tant de nous que des partenaires que nous allons assembler autour de chaque projet. Donc si je résume, et pardon d'avoir été un peu long, il y a beaucoup de choses que nous ne faisons pas par rapport à notre résidence, et en un sens, nos résidents ne se croisent ni dans le temps ni dans l'espace, puisque si on avait 2 résidents en même temps à San Francisco, peut-être qu'on les accompagnerait moins que s'ils étaient seuls. En revanche, ce qu'on va essayer de faire, plutôt que ce collectif de résidents, c'est de créer une communauté autour de chaque résidence. Par exemple, à San Francisco, on donne une bourse d'accompagnement à un artiste local pour qu'il accompagne le temps de la résidence le projet-là.
Et Anne mentionnait tout à l'heure le projet de Nicolas Floch, c'est un exemple parmi d'autres qui montre ce que peut être concrètement la Villa Albertine. Donc Nicolas avait un projet qui arrivait avec la Fondation Camargo de capturer les couleurs du Mississippi, un projet qui durait 6 mois où il fallait qu'il soit à bord d'un van avec un canoë sur le toit pendant 21 000 kilomètres. On a réussi à réunir les conditions financières, logistiques qui ont rendu son projet possible. Anne, qu'est-ce qui vous intéresse dans la Villa Albertine? Qu'est-ce qui vous, dans la manière dont ils se sont organisés, dans la manière dont ils se sont montés, cette idée de sur-mesure? Alors, ouais, l'idée de sur-mesure, elle est inhérente à tout lieu de résidence. Ouais. Puis c'est un terme qu'on retrouve beaucoup. Enfin, il n'y a plus tellement de lieux de résidence qui ne font pas de sur-mesure en réalité, ou en tout cas qui ne construisent pas le projet de résidence, le découpage du lieu, du temps, etc., sans le penser avec l'artiste. Ça, c'est vraiment une tendance assez récente finalement, mais c'est quand même assez régulier. Il existe un lien très fort des lieux de résidence avec l'international. C'est une particularité, c'est-à-dire que voilà, il y a des échanges croisés, d'accueil d'artistes étrangers en France et d'envoi d'artistes français à l'étranger, ou unilatéral, on accueille aussi beaucoup d'étrangers en France. En revanche, effectivement, des projets pérennisés comme ça sur un territoire aussi grand, c'est quand même assez unique. Et effectivement, comme tu le disais, la France a cette particularité, quoi. Taïwan aussi, il y a des lieux comme ça, il y a des pays qui ont une grosse, un grand intérêt pour la résidence d'artistes, pour ce qu'elle peut offrir aux artistes et aux populations. Mais c'est vrai que la mobilité, eh bien, c'est quand même le cœur souvent des projets de résidence. Et là, voilà, c'est une mobilité assez exemplaire sur un territoire important. Ouais. Voilà, qui est donc, encore une fois, une mobilité à l'international, étranger, qui est très important pour les artistes. Tout à l'heure, en me présentant Gaëtan, je rappelais que la Villa Albertine reçoit entre 50 et 70 chercheurs intellectuels, artistes chaque année. Je me tourne vers vous, Sandrine. Est-ce que cette Villa Albertine, elle n'a pas donné un coup de vieux aux villas internationales, aux villas françaises à l'étranger? Gaëtan, bien sûr, il me dit non. Mais Sandrine... Un coup de vieux, je ne sais pas si on peut dire ça. En fait, c'est une innovation. Donc, à partir du moment où quelque chose de nouveau apparaît, on peut s'interroger sur l'intérêt de ce qui préexistait. Je crois qu'en fait, on parle de résidences différentes. Enfin, le même mot résidence s'applique à des modèles très différents. C'est parce qu'on n'a qu'un mot pour désigner des objets qui poursuivent des objectifs différents. Entre les 3 villas, d'ailleurs, internationales, les 3 résidences de France à l'étranger, ou les 3 écoles françaises à l'étranger. Lesquelles? On peut parler de Rome, de Kyoto et de Madrid. Oui. Les 3, Rome, Kyoto et Madrid, sont elles-mêmes différentes dans leurs objectifs, dans leurs modalités de sélection. Donc, je ne sais pas s'il s'agit d'un coup de vieux. Moi, je note que dans les candidats, on a souvent... des artistes qui vont candidater à 2 ou 3 de ces résidences, ce qui m'interroge toujours parce qu'en fait les lieux sont quand même très différents, les modalités de résidence aussi, mais donc on voit des artistes candidater aux 3. Je crois que être lauréat des 3 en même temps et devoir choisir, ça c'est beaucoup plus rare, mais parce qu'en fait chaque profil va trouver plus naturellement, entre guillemets, la résidence qui lui conviendra le mieux. Moi, je reste sans doute, peut-être, je ne suis pas attachée ou nostalgique, mais je crois que ces 3 résidences, alors qu'elles sont régulièrement remises en cause par la Cour des comptes, qui nous demande de justifier un petit peu en quoi elles seraient nécessaires et feraient bon usage des deniers publics, mais je crois qu'elles ont encore... Et même si je me réjouis de l'arrivée de la Villa Albertine, toute leur signification. Alors, si je peux me permettre, juste pour Rome, quand même, on est sur un modèle très généreux en termes aussi de soutien financier, puisqu'en fait, la personne peut vraiment créer une recherche très personnelle avec un vrai financement mensuel.
Et puis, par exemple, pour les particularités des villas, par exemple, pour celle du Japon, il y a un engagement assez fort quand même depuis quelques années sur la post-résidence. Parce que oui, la résidence, c'est pas le temps uniquement le temps de présence de l'artiste pendant la résidence, c'est aussi une grosse préparation en amont, on l'aura compris, un accompagnement pendant la résidence, et puis après, qu'est-ce qu'on fait après, comment on peut continuer à soutenir l'artiste, puisque c'est pas parce que l'artiste part que le projet n'est pas de conception, de recherche ou quoi n'est pas terminé. Et du coup, voilà, là, par exemple, pour celle du Japon, Joyama, ouais. c'est très important. Voilà, la post-résidence est réfléchie depuis quelques années déjà. Gaëlle, je me tourne vers vous, ces résidences à l'étranger. Est-ce que vous postulez pas parce que vous avez peur de l'échec, mais en fait, vous avez envie de postuler ou c'est un monde... J'ai peur de l'échec et je parle pas anglais. Donc, je me sabote. Mais ceux qui vont au Japon non plus ne parlent pas japonais forcément, mais c'est quelque chose qui vous... quand vous entendez Gaëtan, est-ce qu'il y a c'est quelque chose qui vous donne envie? C'est quelque chose dans lequel vous... Pas donne envie, mais est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous pouvez vous projeter? Bah oui, c'est génial. Ouais. Non, mais ça fait rêver, carrément. Qu'est-ce qui vous fait le plus rêver, vous, là-dedans? De rencontrer d'autres artistes qui ne seraient pas français, qui seraient sur des projets tout autres. Enfin, voilà, c'est inspirant, ça nourrit. Voilà, je pense que c'est des résidences extrêmement marquantes quoi, dans une carrière. Est-ce que la création de la Villa Albertine a bousculé un peu les autres résidences ou dans leur manière de faire, d'être, ou finalement vous vous retrouvez aussi en elles parce que vous avez... Comment ça a été perçu? Très inspirant. Après, je dirais encore une fois que chaque lieu de résidence, même un petit moulin dans la Creuse, la Métive, est aussi un projet tout aussi inspirant. Donc, tu vois, il n'y a pas de relation. Voilà, on est tous sur des fonctionnements très différents. Après, oui, c'est très inspirant. Et comme peut l'être justement, ce dont je parlais précédemment, la post-résidence, comme peut être, je pense à Dos Mares par exemple, ou la Malterie, ou le BBB, ou d'autres qui ont un accompagnement très professionnalisant pour les artistes. Donc là, on est sur autre chose. Là, on est carrément sur... aider l'artiste à penser son modèle économique, l'aider dans toute la contractualisation, jusqu'à par exemple des lieux de résidence, ce qu'on faisait à main d'œuvre avec tout un lien sur la post-production au cinéma. Enfin voilà, il y a plein de choses très inspirantes. Et en fait, c'est en ça que les lieux de résidence, pour moi, sont très intéressants. C'est qu'en fait, ils se renouvellent tout le temps, qu'il y a des projets inspirants comme la Villa Albertine aussi, comme ça, qui arrivent, qui sont géniaux pour les artistes et qui font avancer des réflexions. Mais il y en a beaucoup et tout le temps. Et en fait, ça ne cesse que de se développer et toujours en fonction des besoins des artistes. Donc, en fait, c'est des lieux qui sont peu figés finalement. Donc, c'est comme ça très, très excitant, quoi. Je voudrais parler du rôle de l'État par rapport à... Là, je me tournais principalement vers Sandrine, mais vers vous aussi. Le rôle de l'État et l'aide apportée par l'État à ces résidences. Et Sandrine, déjà, est-ce qu'on a une idée du budget que consacre l'État aux résidences? Alors, c'est très compliqué de vous répondre parce qu'on a une idée de ce que l'État va attribuer comme subvention à la Villa Médicis, par exemple, très clairement. Mais la multitude des résidences qui existent sur le territoire sont financées, comme vous savez, sur crédit déconcentré, c'est-à-dire que le ministère délègue des crédits dans les directions régionales qui vont pouvoir soutenir différents projets et notamment des résidences. Et on s'est rendu compte de la difficulté pour procéder à une sorte d'addition quand on a travaillé sur le rapport, c'est-à-dire qu'il y a des résidences repérées, subventionnées, même parfois avec des conventions qui les lient au ministère de la Culture dans les directions régionales. Et puis, il y a des résidences qui parfois même s'appellent autrement, bien qu'il s'agisse au fond d'une résidence, qui vont être subventionnées par projet, par les DRAC. Donc, c'est assez compliqué de vous répondre. D'accord. Est-ce que quelque chose a changé
depuis la publication de votre rapport, il y avait pas mal de préconisations que vous appeliez chantiers possibles. Est-ce qu'il y a, alors, c'est vrai que c'était en 2019, on s'est pris une pandémie dans la figure depuis, mais est-ce qu'il y a des choses qui ont avancé? Alors, comment vous dire qu'en fait, j'ai bien conscience qu'une évaluation serait nécessaire et c'est ce qui se passe en général justement après la publication de ce type de rapport où on collecte les retours, notamment des territoires, avec des délais qui sont de 1 an ou 2 pour laisser aussi le temps à chacun de se saisir de ce que peuvent être les préconisations d'un rapport. Et là, je vous cache pas que la pandémie a complètement brouillé en fait le calendrier et que à l'instant où on se parle, j'ai pas les éléments pour vous répondre vraiment sur ce qui a changé. Ce qu'on sait déjà, c'est que la Villa Albertine n'existait pas quand le rapport a été rédigé. Oui. Alors, on a peut-être quand même la DGCA, la Direction Générale de la Création Artistique, ministère de la Culture, finance art en résidence. Donc ça, je vous donne cette info parce que pour celles et ceux qui organisent des résidences d'artistes, je pense que ça peut être intéressant de le savoir. On a publié 3 fiches ressources depuis 2020. Comment administrer une résidence d'artiste, donc le cadre légal, les obligations légales, comment on accueille un artiste étranger en résidence en France, donc pour la mobilité, on appelle la mobilité entrante, et également le cadre légal, donc tout ce qui est social, jury, fiscal, etc. Et la 3e fiche ressource, qui est l'accueil des familles, parce que oui, en fait, on n'arrête pas de vivre à côté. Donc, il y a des gens qui ont des familles, alors des enfants, mais aussi des conjoints ou conjointes. Voilà, donc ça, c'est des choses que vous pourrez retrouver si ça vous intéresse. Et puis, j'ai quand même une petite info à donner pour ceux qui organisent donc des résidences. Le prochain guide du CNAP va bientôt être réédité, c'est en cours. On en est à combien maintenant? Parce que alors, il y en avait 223 en 2016. On n'est pas monté à 265 déjà? Je ne sais pas. Là, pour l'instant, en fait, un lien vient d'être envoyé. Donc, les lieux peuvent y répondre et s'inscrire pour faire partie du prochain guide. Donc ça, pour l'instant, on ne sait pas encore combien on a. Mais voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a eu aussi énormément, on a vu fleurir ces derniers temps, Sandrine, énormément de résidences privées. Enfin, je me tourne aussi vers vous, Anne. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y en ait autant? Alors, notamment les résidences Est-ce que en c'est pour entreprise. répondre à une défaillance de l'État? Est-ce que c'est quoi? Bon, je ne sais pas si dès que le privé se mobilise pour soutenir la création, on peut accuser l'État d'être défaillant. Moi, je me réjouis qu'on puisse conjuguer à la fois les actions publiques de l'État et que des mécènes ou des entreprises privées portent toute leur attention sur la création artistique contemporaine. Je crois que les résidences en entreprise ont vraiment fait la preuve de leur intérêt. Donc, sans doute que c'est souvent porté, et il y a d'ailleurs des associations qui vont porter ces résidences, tenter de les développer, faire connaître le principe de l'artiste résident en entreprise. Alors, sans doute que c'est aussi porté par des intérêts fiscaux et qui relèvent du mécénat, mais je pense que une fois qu'une entreprise l'a expérimenté, et on l'a vu en rédigeant le rapport, il y a un véritable intérêt partagé pour l'artiste, pour l'entreprise et pour les salariés de l'entreprise. C'est-à-dire que d'un coup, il y a quelque chose qui entre là exactement l'irruption de l'œuvre d'art dans le milieu entrepreneurial finalement, c'est-à-dire la rencontre de 2 mondes qui n'étaient pas forcément faits pour se rencontrer, mais qui chacun trouve intérêt à la rencontre. Et donc, on voit que l'art apporte dans l'entreprise et que les salariés en tirent un bénéfice qui n'échappe pas à leur directeur. Gaëlle, vous, c'est quelque chose qui vous... ces résidences privées, enfin, j'ai jamais fait. Vous n'avez jamais fait? Ou résidence en entreprise, besoin justement, spécifique pour une expo, je sais pas s'il y a besoin de...
Parce que souvent, c'est un Faire échange une de expo avec compétences plein aussi. de ballons de baudruche. S'il y a une entreprise de ballons de baudruche qui fait des résidences, je postulerai. Voilà. Il y a de nombreuses résidences qui dépendent des collectivités territoriales ou qui dépendent de financements privés. Gaëtan, je crois que la Villa Albertine aussi repose en grande partie sur des fonds privés que vous avez réussi à lever. Mais est-ce que ça met pas aussi ces résidences en danger? On voit par exemple, si je prends le cas des collectivités territoriales, certaines régions se durcir d'un point de vue culturel. Si on regarde du côté de Rhône-Alpes, par exemple, et des budgets de culture diminués. On est aussi en période de crise. Gaëtan, c'est là où je me tourne vers vous. Est-ce que finalement tout ça ne rend pas ces résidences plus précaires? Comme Anne le disait tout à l'heure, il y a une fragilité intrinsèque au modèle des résidences, alors qu'elle est plus forte dans le cas d'initiatives locales, particulières. Mais c'est vrai que si à nouveau l'idée, c'est d'investir sur les créateurs plus que la création, c'est-à-dire de faire le pari qu'ils ont des choses fortes à partager et qu'il faut prendre le temps de les accompagner, les laisser un peu tranquilles, cette démarche-là, dans sa générosité, effectivement, elle peut à un moment donné rencontrer l'intérêt de mécènes, mais ça peut changer. De ce point de vue, il y a quand même, je crois, de la part des structures publiques que je représente pour la Villa Albertine, aussi un devoir d'exemplarité et un rôle à jouer qui est surtout pas de montrer le chemin, parce que vraiment, on est les petits derniers et on s'est beaucoup inspiré de beaucoup de résidences qui existent déjà. Mais peut-être qu'il y a les 2-3 choses à dire avant de répondre sur le volet financier, c'est que, par exemple, nous, on a un principe d'accompagnement, c'est que chaque résident vient avec un partenaire. Et souvent, ce sont d'autres résidences qui connaissent, on parlait de Nicolas Floch, c'est la résidence Camargo, mais il y en a d'autres. Et donc, cette idée que pour les résidences à l'étranger, au fond, on peut prolonger une démarche qui a commencé ailleurs et qui va se poursuivre ailleurs, fait qu'on a en un peu moins de 2 ans accompagné déjà 140 structures françaises, parmi lesquelles plusieurs résidences, et on espère qu'il y en aura d'autres à l'avenir. L'autre devoir d'exemplarité, c'est par exemple sur une question comme celle de la rémunération, qu'on a rapidement évoquée au début, y compris quand il y a des complexités d'aller à l'étranger. Pour les États-Unis, si on donnait ce qu'on appellerait vraiment une rémunération, il faudrait que ce soit taxé au regard de la loi américaine et ce serait assez compliqué en termes d'immigration. Donc en fait, on donne une bourse de $3 000 par mois qui correspond à une rémunération, mais on ne l'appelle pas rémunération pour que cela marche. Et puis enfin, sur le modèle financier, pour vous donner des chiffres assez concrets, ce qui coûte extrêmement cher dans notre modèle, c'est le coût RH d'avoir 90 personnes sur le terrain. Et ce coût est pris en charge par le Quai d'Orsay complètement. Une fois qu'on a pris cela en charge, le coût du programme de résidence de la Villa Albertine, il est calculé sur une base simple, c'est qu'une résidence coûte en moyenne 25 000 €. Alors ça peut être pour 1, 2 ou 3 personnes, pour une durée entre 1 mois et demi et 3 mois, même si on a eu des résidences qui ont fait beaucoup plus. Mais c'est justement un budget de base qui fait que certains projets vont coûter 3 fois plus, d'autres vont coûter un peu moins. Donc le coût global du programme, en mettant y compris tous les frais annexes, c'est 1 800 000 par an. Aujourd'hui, l'État en finance un tiers. D'abord le Quai d'Orsay, mais également au ministère de la Culture, qui fait une contribution spécifique pour la Villa Albertine. Donc ça veut dire qu'on est sur un modèle où les 2 tiers de ce programme sont financés par des fondations, la Fondation Bettencourt-Schuller, la Fondation Ford, par des individus et très peu par des entreprises. Peut-être que ça changera à l'avenir, mais notre modèle aujourd'hui, c'est surtout des fondations et des individus. D'accord. Anne, vous le sentez, En fait, engagement qui peut dépendre d'un changement politique ou de financements privés qui ne viennent plus Oui, alors en plus, bon, ça c'est un peu technique, mais c'est vrai qu'on fait de moins en moins de conventionnement, ça, il faut quand même le dire, avec les collectivités et même aussi les DRAC. Donc, la plupart beaucoup de lieux, en fait, sont aujourd'hui financés, quelquefois même pas à 100% pour le fonctionnement. Donc, autant vous dire que pour la part artistique, il n'y a rien. Donc, en fait, on va évidemment, alors je rejoins effectivement le constat qu'il n'y a pas tellement de lien finalement avec les entreprises, enfin en tout cas pas directement avec des structures en général. On est plus sur des financements
avec le privé, je pense à la Petite Escalaire, par exemple, qui est un fonds de notation qui vient aider au financement d'une résidence portée par Art en Résidence, par exemple. Mais on va aussi répondre beaucoup à des appels à projets pour la part création artistique. Ce qui n'est pas sans conséquence, puisqu'en fait, c'est souvent de petites équipes et donc c'est très chronophage et c'est souvent du one-shot. Donc on va, par artiste, aller chercher un budget spécifique. Donc ça devient quelquefois des usines à gaz comme ça. Voilà, donc c'est un des problèmes que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, mais on est clairement sur de l'appel à projet. Donc, ouais, le mécénat, alléluia, en fait. Ouais. Si on a, c'est un peu. Ouais. Ça sauve. Gaëlle, tout à l'heure, vous évoquiez très clairement le fait de ne pas non plus répondre tout le temps, parce que sinon, vous y passeriez votre temps. Est-ce que financièrement, vous arrivez à tenir justement en dehors des résidences? Je ne compte pas sur les résidences pour vivre de ma vie d'artiste. Ouais, c'est des petits bonus. Ouais. Mais sinon, je fais pas mal d'ateliers, de workshops, et puis j'ai un travail d'illustration aussi qui me permet d'avoir une certaine sécurité. Mais sinon, oui, les résidences, c'est des petites pépites par moment, quoi. Enfin, je veux dire quand elles sont financées, mais... Ouais. Et en fait, c'est effectivement naturellement comme on reçoit les artistes dans le mur et qu'on est avec eux toute la journée, souvent, eh bien, voilà, on arrive à développer cet accompagnement aussi sur le modèle économique, etc. Enfin, on arrive, et c'est pour ça qu'en fait, les lieux de résidence se sont saisis de ces questions-là, pas toutes, mais pas mal, parce que justement, on est avec les artistes tout au quotidien et que voilà, l'idée, c'est aussi de contribuer à les soutenir en fait au-delà de la résidence, quoi. Je voudrais, avant de donner la parole à la salle, je voudrais qu'on réfléchisse ensemble à la manière dont on pourrait développer davantage cette idée de résidence. Et Gaëlle, est-ce que pour vous d'abord, est-ce que l'accès aux résidences est suffisamment fléché aujourd'hui en France? Oui, justement, il y a pas mal de sites quand même où la plupart des résidences sont référencées. Oui, je pense. Enfin, ça, je sais pas. Tu t'en penses quoi? Moi, oui, alors ouais, on revient quand même d'assez loin, hein, parce que voilà. Et puis il y a eu une explosion en fait aussi, hein, donc. Mais effectivement, il y a Art en Résidence, il y a le site du CIPAC, il y a le site évidemment du CNAP qui référence beaucoup de jeux à la frappe, Mais est-ce qu'un Flux, enfin il y en a beaucoup. Est-ce qu'un guichet unique, ça serait pas, je me tourne aussi vers Sandrine, est-ce qu'un guichet unique, c'est-à-dire un lieu, un site, une plateforme qui regroupe l'ensemble des résidences, il n'y a pas un moment où il faut y songer pour faciliter la vie des artistes aussi? Sandrine. Dites oui. Alors Sandrine, elle se dit un site, pourquoi pas? C'est-à-dire qu'un site, ça a l'air facile comme ça. Quand on se le dit, on a envie de penser, bien sûr, ce serait tellement plus simple. Et puis, on pourrait choisir ses périodes de résidence, comparer les différents critères, tout ça. L'expérience prouve que c'est quand même assez compliqué en réalité de réunir, parce que qui dit site dit réunir la totalité des acteurs autour de ce projet. Une des idées récurrentes de la Cour des comptes, c'était justement qu'il y ait une plateforme au moins sur les résidences entre guillemets historiques. Et en fait, même ça n'existe pas, parce que les modalités sont différentes. Donc, un outil qui informe mieux les artistes, ça oui, je pense que c'est nécessaire. Et donc là, si j'entends bien, c'est ce que le CNAP, qui est un établissement public sous tutelle du ministère de la Culture, c'est finalement voilà le bras armé en politique de matière culturelle, d'art visuel pour le ministère de la Culture, s'y est attelé et ça ne saurait tarder. Donc, j'espère que cet outil sera aussi accessible en ligne et pas seulement en format papier. Voilà. Bon. Après, un site qui permettrait de cumuler tous les dépôts de dossiers, pourquoi pas, mais je pense que ce n'est pas pour tout de suite. D'accord. Pour bientôt alors.
Dans le rapport auquel vous avez participé, Sandrine, il est question des œuvres qui sont réalisées, quand certaines œuvres sont réalisées en résidence, et le reproche qui est fait, c'est qu'elles ne circulent pas assez. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour que justement les œuvres puissent circuler? Est-ce que c'est que les lieux soient associés, que les résidences soient associées à des lieux d'exposition? Est-ce que c'est qu'est-ce que Alors là, je suis bien d'accord avec vous. Alors, un lieu de résidence, c'est pas un lieu quoi c'est un lieu avant tout de recherche, de mobilité, d'expérimentation, parfois de production, mais vraiment pas toujours du tout. Ouais, moi, il y a quelques années, je travaillais à Pont-Aven. Et en fait, il y a un type, donc Gauguin, qui est arrivé là. Il y en a eu quelques-uns qui sont arrivés là, effectivement. Ouais, il y en a pas mal. Qui ont laissé beaucoup de choses, voilà. Et donc il y avait cette idée de la municipalité qui était en place, qui était chouette, hein, mais qui avait dans les années, donc c'est 86, hein, c'est une des premières résidences nommées comme telle en France, adossée à un musée. On fait quoi des œuvres produites, mais vraiment, c'est-à-dire comment on les conserve. Enfin, en fait, c'est d'obliger un artiste à la production, c'est hyper risqué, parce que tiens, voilà, j'ai fait un truc, c'est pour toi. Ouais. Quel est l'intérêt, vraiment, tu vois? Donc, en fait, après, si une recherche est réalisée, si une œuvre, parfois, est produite, oui, il y a énormément de projets de lieux de résidence, en fait, qui organisent des restitutions. Après, il faut faire très attention parce que là, on devient, on glisse sur de l'obligation à la production. On n'est plus dans le cadre d'une résidence. Et moi, je le vois par rapport, par exemple, à Finistère-Aé, mais parce qu'on envoie des résidents dans des phares, sur des bateaux, des trois-mâts, et voilà. Et c'est des lieux assez fous et forts. Où je pense à la Villa Albertine, ça va être un peu la même chose, j'imagine. Les œuvres, quand elles sont produites, quand il y en a qui sont produites, peuvent être produites 10 ans après. Donc après, on peut imaginer des grosses restitutions. Il y a, je pense à la résidence 1+2 à Toulouse, qui fait des colloques d'une année sur l'autre avec les chercheurs de l'Université de Toulouse Occitanie. Enfin, en fait, voilà, moi, je pense que l'intérêt est peut-être plus là que de tomber dans le travers de il faut présenter les œuvres parce qu'en fait, il n'y en a pas toujours, ou en tout cas, elles ne sont pas produites le lendemain. C'est personnel, c'est une réflexion personnelle. Non, mais oui, tout à fait d'accord. C'est vrai qu'il y a souvent cette exigence quand même de la restitution dans la plupart dans de nombreuses résidences. Et du coup, ça met une espèce de pression, cette échéance-là, où il faut absolument produire. Et c'est vrai que, comme disait Gaëtan, tous les artistes n'ont pas le même rythme aussi. Donc voilà. Après, il y a aussi des lieux de résidence qui sont associés à des lieux d'exposition. Donc, c'est plutôt une espèce de... Alors ça, justement, on voit dans le spectacle vivant, et ça, c'est une notion qui revient aussi dans le rapport auquel a participé Sandrine. Quand on regarde dans le spectacle vivant, les scènes nationales ont toutes pratiquement aujourd'hui un artiste associé, ce qui permet à cet artiste de créer au moins de mettre en scène une ou deux pièces, d'avoir du temps, d'avoir de l'espace, d'avoir de l'argent pour monter. C'est quelque chose, ça existe avec les centres d'art. Ça existe un peu avec les FRAC, pas avec tous, mais on n'a pas l'impression que ça existe avec les musées. Or, les musées, c'est pas ce qui manque dans ce pays. Est-ce qu'il n'y a pas une piste à explorer de ce côté-là? Musée et lieu de résidence, parce qu'en fait, quand on reprend la circulaire de 2016, il existe en fait 4 typologies de résidence. Donc la résidence de création, de recherche, la résidence tremplin pour les très jeunes avec un volet professionnalisant, la résidence territoire, qui là en fait est aujourd'hui, c'est un fait, hein, c'est comme ça, donc beaucoup de DRAC, quasiment les seuls en fait à être financés aujourd'hui, parce qu'on est passé dans beaucoup de DRAC sur un accompagnement du service. C'est assez technique du service action territoriale. Et on n'est plus en fait sur les budgets des arts visuels. C'est nouveau, c'est depuis l'année dernière. Et donc c'est vrai qu'on est dans une complexité, ça, je ne l'ai pas encore dit tout à l'heure, non, mais on est dans plusieurs complexités. Et du coup, la résidence de recherche est difficilement finançable aujourd'hui. La résidence tremplin, c'est complexe. Et la résidence d'artistes associés, donc la 4e, est très chère. C'est-à-dire que si on part sur... un financement à hauteur de 1 500 € par mois, par exemple, pour une résidence, eh bien, si c'est une résidence de 1 à 3 ans,
voilà, c'est très compliqué pour les lieux que nous sommes de pouvoir développer un tel projet, quoi. Donc après, on essaie de le développer. Moi, là, j'essaie de le faire là en ce moment pour le CNAI. Ouais, il faut aller trouver vraiment des financements fléchés. C'est pas simple. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans le spectacle vivant. Énormément. Voilà, ouais. Et donc, c'est ce qu'on voit. En fait, cette circulaire a cette particularité, hein, et comme le rapport aussi, d'être transversal, en fait. Donc, pluridisciplinaire. Oui. Et donc, c'est là qu'on arrive sur des barèmes en art visuel qui sont très hauts par rapport au spectacle vivant, le spectacle vivant qui a d'autres usages, notamment la résidence d'artistes associés. Enfin, on est sur le mode de production n'est pas le même, on n'est pas sur les mêmes non plus statuts, en fait, hein, au niveau des artistes. Donc, voilà, ouais, effectivement, ça existe assez peu dans les arts visuels, mais parce que, et pour cause, on n'a pas du tout les mêmes possibilités de financement. Par rapport au spectacle vivant, on est très peu doté, en fait. Hein. Il y a un écart assez fort. Donc voilà, c'est, je pense, aussi dû à ça, surtout. D'accord. Selon vous, Sandrine et vous, Anne, où est-ce qu'on peut encore trouver des viviers de résidence? Est-ce qu'il faut encore plus pousser du côté des entreprises? Est-ce que c'est plus avec les institutions culturelles qu'il faut avoir peut-être une démarche encore plus volontariste qu'elle ne l'est déjà? Où est-ce qu'il peut y avoir, Gaëtan, vous aussi, peut-être vous avez vu des États-Unis des idées à nous souffler? Où est-ce qu'on peut trouver un vivier plus conséquent, même s'il y en a déjà beaucoup? Est-ce qu'il faut multiplier à l'infini les résidences? En fait, on parlait de diffusion tout à l'heure. Donc, en termes de label, on peut comparer les scènes nationales, les centres d'art, donc avec des artistes en résidence. Donc, est-ce que la question, c'est de toujours plus produire ou est-ce que ça va être de mieux diffuser? Et puis, j'ai envie de dire de soutenir les acquisitions. Parce qu'il y a quand même une chose dont on a peu parlé, là, quand on compare avec le spectacle vivant, c'est que dans le domaine des arts visuels, en fait, ça peut paraître un peu peut-être basique de penser ça, mais un artiste qui va être accompagné dans le cadre d'une résidence pour produire une œuvre dans un centre d'art, ce qu'il souhaite, à mon sens, avant tout, c'est pouvoir la vendre, en fait, cette œuvre, c'est qu'elle puisse être acquise. Et je crois que c'est là qu'il faut maintenant intervenir, c'est-à-dire pouvoir trouver des solutions pour qu'il y ait des acquisitions, alors soit que des acquisitions publiques soient particulièrement attentives à ce qui a pu être produit dans le cadre de résidences ou de production dans le cadre d'expositions, notamment pour les structures labellisées. Mais je crois que l'enjeu, il est peut-être là, plutôt que de se dire qu'on va multiplier à l'infini comme ça les résidences partout. Je ne sais pas, c'est une piste. Gaëlle. Oui, complètement d'accord. Ouais. Cette dimension de l'acquisition. Oui, parce qu'en fait, là, on parle de solutions pour arriver à vivre en tant qu'artiste, avec les résidences, les ateliers, enfin voilà, on essaie de tisser des choses avec des bouts de ficelle, mais en fait, si on arrive à vendre nos œuvres, en fait, c'est ça quand même le fond de... Et voilà. Donc, si effectivement les résidences pouvaient aider à ça, ce serait top. Plutôt que de, multiplier les résidences ou... Enfin, oui. Ouais. Et ça, comment ça peut... Oui, Gaëtan. Alors, je pense que ce qui est infini, c'est comment on peut améliorer par des petits détails l'accompagnement qu'on offre aux artistes. Ouais. Et un des sujets là, de la fin de cette discussion, je vois bien, c'est la sortie de résidence. Et la sortie de résidence, pour moi, le mot-clé même magique, on a employé tout à l'heure, c'est le post-résidence. Le post-résidence, c'est ce qui permet de réconcilier, je crois, ce qui sur le papier n'est pas très réconciliable. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait une résidence qui est délivrée toute contrainte et qui en même temps débouche sur une production, une acquisition d'œuvres. Comment est-ce qu'on concilie le fait qu'à nouveau, on vient surtout pas embêter les artistes et qu'en même temps, il y a parfois des attentes, y compris de la part des structures qui accompagnent. Et le fait de mettre en place un accompagnement post-résidence, c'est une manière de reconnaître que ça ne fait pas partie en tant que tel de la résidence, mais qu'en même temps, c'est son prolongement consubstantiel et que ça demande d'ailleurs des moyens spécifiques et que l'histoire ne s'arrête pas au moment où on quitte la résidence, que l'ambition du lieu de résidence, c'est de jouer un rôle, même modeste,
sur la durée pour que ce temps de résidence n'est pas une parenthèse enchantée qui s'arrête et qu'elle débouche sur d'autres choses. Et je crois que dans tout ça, ce qui est absolument clé, c'est le réseau. Art en résidence, c'est le premier d'entre eux, mais je voulais également dire un mot de Viva Villa, qui est le regroupement historique des 3 villas que Sandrine mentionnait, auxquelles la Villa Albertine a été invitée à se joindre. Donc désormais, c'est Cujoyama, Velázquez, Médicis et Albertine. Et on a justement ensemble pas mal réfléchi à comment on pouvait renforcer cette capacité d'accompagnement collectif. Et désormais, la Villa, c'est un appel à projet qui permet à toute structure française qui serait intéressée par présenter au moins 2 résidents de 2 villas, mais ça peut être plus, voilà, de faire un projet. Et donc, on entre en coproduction, on apporte des financements qui peuvent être assez conséquents. Cela ne remplace pas ce que Anne mentionnait pour la Villa Kujoyama qu'on a mis nous-mêmes en place, qui est le fait qu'on offre des bourses post-résidence. Dans le cas de la Villa Albertine, elles permettent schématiquement 3 actions. Elles permettent à nos résidents de revenir aux États-Unis s'ils le souhaitent. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de besoin en fait de revenir pour préciser des pistes engagées. Ça permet également d'inviter des Américains qu'on aurait rencontrés pendant la résidence à venir prolonger le projet en France. Et puis enfin, plus classiquement, il y a un volet plus de soutenir de la production et des actions qu'on n'aurait pas nous-mêmes. Mais vraiment, ce qui est clé, c'est comment est-ce que même l'institution la plus luxueuse dans l'accompagnement qu'elle offre, en fait, elle est très limitée. Et c'est comment est-ce qu'on va se rapprocher différentes entités pour un peu être aux côtés des artistes tout au long de leur parcours. Je crois on est nombreux à avoir reçu cet appel justement via Villa. Là en juin, c'est plutôt bien vu en fait. Je peux pas mettre de le dire hein, parce que du coup, ça permet aussi de rebondir. Enfin, quand on pense la résidence comme des étapes dans la carrière d'un artiste ou d'une artiste. Et donc, je repense toujours à Nicolas Floch qui fait des projets comme ça sur 10 ans. Ça permet, par exemple, ce que propose Via Villa cette année, ça permet au lieu de résidence au centre d'art ou d'autres, de prolonger en fait justement. Les voyages en fait réalisés à Villa Albertine ou à Kujiyama, voilà, de les reprolonger dans d'autres lieux et donc de faire par rebond, de jouer par rebond et en fait d'associer nos forces et nos accompagnements pour les artistes. Donc ça c'est effectivement des projets sur l'après-résidence qui deviennent des pré-résidences pour d'autres et puis enfin ça continue et ça c'est très chouette. Ouais. Pour finir, je me tourne vers vous, Gaëlle, et juste dites-nous quelle serait pour vous aujourd'hui, en étant sûr de l'avoir, quelle serait la résidence pas une résidence en particulier, mais pour vous, la résidence de vos rêves, elle ressemblerait à quoi? Moi, je vous la signe. Merci. Eh ben, ce serait une résidence, je dirais, je pense que 3 mois pour vraiment s'imprégner d'un lieu, c'est pas mal, minimum. Il faudrait qu'il y ait une petite bourse par mois pour pouvoir être tranquille et lâcher les autres projets alimentaires. Une petite, ça veut dire un minimum de combien, concrètement? Un SMIC minimum, quoi. D'accord. Ouais. Et puis après, l'histoire d'avoir d'avoir des contreparties en donnant des ateliers ou ce genre de choses, je trouve ça, enfin des fois c'est contraignant selon le projet, mais c'est pas forcément, enfin ça peut apporter aussi à l'artiste hein, parfois. Mais voilà, bon dans l'idéal, alors il y aurait pas du tout de contraintes de ce type quand même. Et voilà, et puis peut-être être suivi aussi par des espaces d'exposition qui pourraient rendre visite à l'artiste et puis potentiellement suivre ensuite le travail et l'exposer, pourquoi pas. Enfin, bon, voilà. Et aussi, enfin bon, après on peut développer, mais non, je trouve ça chouette aussi de pouvoir rencontrer d'autres artistes. C'est des espaces de rencontre privilégiés où, voilà, quand on est dans un petit microcosme, dans une ville, enfin, c'est bien, les résidences servent à ça aussi, à rencontrer d'autres gens. Enfin, voilà. Mais elle existe déjà, hein, la résidence idéale. Il y a plein de lieux qui sont top. Qui répondent à voilà. qui répondent à ça.
Merci à tous les quatre. On va passer la parole à la salle. Je vous demanderai, s'il vous plaît, je suis sûre que vos témoignages sont passionnants, mais surtout, on est là pour un moment d'échange et de poser des questions. N'hésitez pas, vous êtes là pour profiter que nos invités soient là pour leur poser des questions. Il y a un micro qui va circuler. Oui. Alors, il y a monsieur là, il y a madame. Oui, bonjour. Bonjour. Éric Michel. Alors, c'était pour partager une partie de mon expérience et surtout poser des questions. Donc, en ce qui me concerne, j'ai fait 6 résidences, donc 4 en France, 2 à l'étranger, dont 3 au moins en partie financées par la DRAC. Et dans chacune d'entre elles, l'exposition de restitution était intégrée. Alors, soit de mon fait, c'est-à-dire que je concevais la résidence comme un temps de préparation d'un de mes projets qui aboutissait à une restitution, soit parfois dans l'appel d'offres en fait de la résidence. Donc, ce que je voulais dire, et je voulais poser une question là-dessus, c'est que c'est pas forcément une contrainte. Ça peut être aussi la restitution et un projet d'exposition et donc de production. Ça peut au contraire rythmer votre vie artistique. La résidence permettant simplement de sortir de votre atelier, d'être inspiré par un lieu, par un pays. Et donc ma question, c'était est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait même imaginer qu'une restitution, donc une exposition, soit à l'origine d'un projet de résidence et non pas une contrainte? Anne? Oui, bah, tout à fait. En fait, c'est de ça dont on parle quand on parle de sur-mesure. Je suis tout à fait d'accord. Quand un artiste ou une artiste arrive et dit voilà, moi j'ai envie de faire un projet d'expo, je vais travailler, c'est tout à fait entendable. Comme là, on vient d'en parler, tu le disais, des ateliers par exemple avec des enfants. Moi, j'avais accueilli un artiste qui voulait travailler dans une école primaire. Donc, on l'avait pas obligé à travailler avec des petits-enfants de CM1, de CM2. C'était lui qui était venu avec ce projet pour faire une évaluation de la récréation avec les enfants, et c'est son travail, en fait. Donc, oui, je pense que tout est possible, quoi. Et l'idée, c'est pas du tout de refuser l'exposition ou la diffusion, au contraire, mais de pas la systématiser. Madame ou Gaëlle, vous voulez répondre? Non, bonsoir. Alors, la question peut être un peu simple, mais est-ce que vous dites qu'il y a énormément de candidatures? Est-ce que l'âge peut être un critère qui est compliqué? Parce qu'il y a quand même, moi je suis arrivée sur le tard, on va dire, en tant qu'artiste, et il y a quand même beaucoup d'aides de gens qui sortent d'études, de jeunes, et quand on dépasse 50 ans, et même femmes, bah, c'est un peu difficile. Donc, je voulais savoir, est-ce que ça peut être un critère rédhibitoire, en fait? mais il y a pas mal de résidences qui sont limitées à 35 ans. Et moi, je vais avoir 35 ans, j'ai très peur. Gaëtan, vous ne faites pas une chose pareille, rassurez-moi. En fait, chaque résidence pose ses critères. Nous, nos critères, c'est minimum 21 ans. Il n'y a pas de limite d'âge maximale. Voilà. Et tout l'échange qu'on a avec le jury, c'est d'accompagner d'abord des artistes dits émergents, mais ce n'est pas en soi un critère d'âge. On a une attention spécifique à la problématique des milieux de parcours, comme on dit de manière un peu générique, sans s'interdire du tout qu'il y ait des artistes qui sont à un moment plus avancé de leur parcours. Ça dépend à nouveau. Moi, j'aime à dire que en fait, on choisit pas, en tout cas à Finistère Haye, au CNAI où je travaille, on choisit pas des sexes, on choisit pas des âges, on choisit pas des origines, on choisit des boulots, des œuvres. Donc, il n'y a pas, là, il y a pas de limite d'âge. Alors, il y a peut-être des gros travers. Je me rends pas forcément compte, mais parce que je travaille pas là-dessus. La seule résidence éventuellement qui pourrait être un petit peu ouais, à ce niveau-là, un peu ouais, plutôt pour les émergents, et encore émergents, ça veut tout et rien dire en fait. C'est la résidence tremplin. Mais là, on parle de quelqu'un qui démarre une carrière, donc en fait, peu importe l'âge. En effet, si après il y a des lieux qui ont des limites d'âge, c'est un peu
ouais, c'est un peu dommage. Et c'est pour ça, en fait, d'ailleurs, qu'à en résidence, on a pris pleinement en main la question de l'accueil des familles, puisqu'en fait, c'est un gros problème pour les femmes, mais pas que. Moi, j'ai aussi un artiste homme que j'ai eu en résidence qui a une garde partagée et qui voulait venir avec sa fille qui est ado. Et donc, voilà, on les a évidemment, enfin, je dis évidemment, oui, on les a accueillis. Mais voilà, avec Art en résidence, en tout cas, on travaille sur l'accueil de tout le monde, même quand on est avec 2 bébés dans les bras à allaiter, qu'on puisse venir, par exemple. Donc, ça vous rassure. on travaille là-dessus. Hein. On y travaille à fond. Oh, c'est super ça. Et on l'a fait d'ailleurs avec des artistes, avec un groupe qui s'appelle Reproduction, qui entre parenthèses, production. C'était pas le but de la résidence. C'était pas le but de la résidence. Quoique, en même temps, tu sais, on a des trucs en Mais non, voilà, on s'est associé à 2 artistes, enfin un groupe d'artistes qui ont justement travaillé sur la question, et là précisément sur les questions des artistes femmes en âge de reproduction. Et nous, on a ouvert aux hommes et on a aussi ouvert au-delà des enfants, mais les conjoints et conjointes. Parce que quand on part à l'autre bout du monde pour 3-4 mois, Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est particulier. Il y a des résidences. Quand on fait 11 000 km dans une caravane avec un canoë, on amène difficilement un bébé. Ça, c'est sûr. Quand on va à Saint-Pierre-et-Miquelon et que la mer, en fait, c'est la banquise en hiver et qu'on est sur une île, l'île aux Marins, qui est magnifique, mais où il n'y a personne et qu'il n'y a pas d'eau potable, on n'emmène pas... Ah, un bébé, c'est possible. Mais on n'emmène pas, en tout cas qu'on allait, mais on n'emmène pas un petit enfant. Enfin, ça peut être compliqué. Mais voilà, et d'où le fait que certaines résidences, par exemple, durent 1 mois. En fait, tout ça n'est que programmatique, finalement. Quand on veut vraiment inviter des familles, ben, on les invite sur l'été, on les invite... Enfin, à mon sens, c'est programmatique. Et du coup, on peut le résoudre. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Oui. Moi, j'avais une question par rapport à tout ce qui concerne les budgets. Il y a des résidences qui demandent notamment des budgets détaillés quand on envoie des candidatures et des résidences qui n'en demandent pas. Et je voulais savoir un peu, à votre avis, quelle est la solution pour ça? Parce qu'en fait, le problème quand on postule à une résidence, c'est que souvent, pour avoir la résidence, on va avoir tendance à pas vouloir trop se payer, sinon on se dit qu'on va pas être pris. Et que quelqu'un qui va moins se payer et faire plus de temps, proposer d'être plus sur le territoire, donc c'est-à-dire aller y vivre de manière continue, va plus être pris que nous. Donc, du coup, on a tendance parfois à dévaloriser notre travail pour être pris. Et du coup, à votre avis, comment on pallie à cette difficulté-là, puisque le but d'une résidence, c'est aussi d'aider les artistes à arriver à vivre de leur travail. Donc voilà, comment vous envisagez cette problématique-là? Anne, ça va retomber sur vous. C'est pas bien. Il faut se payer. Et de ne pas... c'est encore un avis très personnel, mais de ne pas se payer, de ne pas mettre des honoraires et une rémunération, c'est pas bon signe. Tu vois, c'est un travail et du coup, c'est un mauvais indicateur. Je trouve que de ne pas se payer et de passer tout sur la prod ou tout sur les trajets ou quoi. Donc, il y a beaucoup de formations aujourd'hui, par exemple aux ateliers Médicis, la DAGP le fait. Il y a plein d'endroits qui aident les artistes et aussi des lieux de résidence en fait, qui aident des artistes à concevoir comme ça leurs projets. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas minimiser la part honoraire. Et aussi, donc ça, on veille à ça aussi avec Art en résidence parce que c'est pour ça que là, on va sortir, on se réunit en Creuse pour l'Assemblée générale le mois prochain. On va sortir le barème de rémunération qui provoque un impact très fort sur le lieu de résidence parce que tout lieu de résidence n'est pas en capacité forcément d'avoir une rémunération au top.
on en est là, en fait. On est quand même très peu financé. Donc, les lieux de résidence vont avoir un énorme effort à fournir. Mais ça permet aux lieux de résidence d'aller voir, en fait, surtout les collectivités et l'État déconcentré pour leur dire, voilà, en fait, on ne peut pas faire autrement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et d'avoir vraiment, du coup, tu vois, un barème sous les yeux. Et ça permet également en face aux artistes d'avoir un document sur lesquels vous pouvez prendre appui, tu vois, pour justement dire non, ok, là, en fait, il y a des documents, il y a des bases. Voilà, donc moi, mon conseil, c'est clairement de de pas renier là-dessus et de mettre le maximum de partenariats possibles dans les budgets. Ok, bah oui, justement. Enfin, moi, j'ai été en résidence avec les ateliers Médicis l'année dernière, et justement, eux nous apprennent à bien nous payer. Mais après, quand on retombe sur des projets de résidence qui sont gérés plus par des collectivités territoriales ou par des petites communautés de communes, ça peut arriver moi, ça m'est arrivé qu'on me dise que je me payais trop. Donc, justement, est-ce que, là, du coup, c'est bien. Je pense qu'en fait, c'est une question de solidarité. Tu vois, par exemple, ce que font les graphistes, les scénographes, les photographes, il y a plein de métiers comme ça qui disent non, en fait, qui refusent. Et les graphistes qui prennent moins cher se font taper sur les doigts par les autres. Tu vois, je pense qu'il y a aussi quelque chose de très solidaire, donc il ne faut pas plier, en fait. Ok. Madame, ça sera notre dernière question. Bonsoir. Entre-temps, comme je rebondis sur son intervention, j'avais une autre question au départ, mais là, c'est intéressant parce que j'ai jamais vraiment, j'en ai fait quelques-unes, d'ailleurs à main d'œuvre de résidence. Je pense que je vous connais de là-bas, bon, peu importe. Et donc, il y a des années, et je n'ai jamais voulu repostuler après parce que justement, en étant jeune maman, je me suis toujours dit que mes dossiers allaient être refusés par rapport à ma situation de maman, et qu'ils allaient faire un choix de dossier par rapport à l'artiste qui sera le plus présent et qui puisse travailler de façon le plus optimale. Et s'il y a un enfant, c'est un problème. Donc déjà, ça, c'est vraiment dans l'inconscient collectif féminin qui est problématique et qui est très présent, je trouve. Et cette question de résidence et de budget de production, j'ai le souvenir que donc tous mes amis qui font des résidences ont toujours calculé. Donc ça, c'est pour ça que je me pose cette question-là ce soir, parce que comme je vais maintenant enfin pouvoir postuler, parce que ma fille est enfin grande et que j'ai enfin la possibilité de partir, je me suis dit qu'à l'époque, je me souviens que les demandes de résidence, les budgets prenaient en compte de façon entre guillemets secrète combien ils allaient se rémunérer dessus, parce qu'il n'était même pas envisageable de dire, voilà, moi j'ai besoin de temps pour vivre et il y aura temps pour la production. C'était, je fais une enveloppe de, je ne sais plus, où c'était des demandes de bourse, et c'était des enveloppes de 10 000, parce qu'on sait qu'on n'aura jamais 10 000 et que finalement on va avoir 7 000 et que sur les 7 000 on va enlever le temps. Et en fait, c'est fou comment on se retrouve en tant qu'artiste à complètement bidouiller, alors que quand on voit le métier des intermittents du spectacle, ils font 500 heures par an, ils ont des aides, enfin s'ils bossent pas, ils ont quand même de l'argent qui tombe, et que nous, on ne fait que se faire des nœuds dans les... Alors, il y a un truc, moi je milite à fond, c'est pour un truc, c'est qu'en fait, on le voit dans le spectacle vivant, par exemple, mais dans le cinéma, il y a un système économique, mais en fait, qui n'existe pas dans les arts visuels. Oui, mais c'est ça. Mais tu vois, les tourneurs en musique, les compagnies de théâtre, tu vois. Donc, en fait, là, par exemple, lundi matin, j'ai un rendez-vous avec un artiste 9h30. Je commence ma semaine comme ça, j'accueille un artiste pour l'accompagner. Et en fait, de plus en plus, on voit des très jeunes artistes sortir des écoles ou quoi, ou de la fac, qui intègrent dans leur budget un producteur. Ouais. D'accord. Donc 5 à 10% du budget. Tu postules à Forté, Île-de-France. Là, c'est vraiment de la rémunération, voilà, avec de la production. Il y a beaucoup de rémunération sur ce type de bourse. Eh bien, dans le budget, je dis Forté, mais ça pourrait être autre chose, il y a un producteur. Et il y a des lieux, en fait, qui de plus en plus vont produire. C'est-à-dire que soit vont aider à la production, ce qui s'est beaucoup passé pour Monde Nouveau, par exemple. Il y a eu des producteurs, mais aussi des accompagnateurs. Donc, c'est moi, je le fais, mais Dos Marès, plein de générateurs à Rennes, etc.
Donc, des lieux qui, en fait, vont accompagner l'artiste sur facturation pour développer leur projet. Il ne faut pas penser que ça va coûter du fric. Il faut imaginer qu'au contraire, on va développer une économie ensemble. Oui, ouais. Et d'être isolé, à mon avis, c'est vraiment pas bon. Et quand moi, j'ai eu plein d'artistes qui m'ont appelé pour les Mondes Nouveaux et tout. Alors, Mondes Nouveaux, il y a une chargée de production quand même avec appel d'offres, les ministères et tout. Donc, ils sont accompagnés. Et quand même, beaucoup ont appelé en disant mais en fait, je suis pas capable, moi, de gérer 100 000 € de facture et tout ça. Et donc, ils ont besoin, en fait, à un moment donné, d'un producteur pour produire la pièce, mais aussi d'un accompagnateur, de quelqu'un, une société, une association, quelqu'un qui va faire le portage financier, payer toutes les factures, faire le suivi budgétaire, faire la rédaction des bilans, etc. Tu vois, et ça, en fait, c'est pas en théorie de travail d'un artiste, et il faut pas négliger ça. Que, en fait, mettez bien. Et donc, on n'est pas très bien informé, finalement. C'est ça que ça veut dire. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, il faut juste créer un système. Oui, mais là, l'évidence que vous évoquez, on l'a pas, nous. Vous voyez ce que je veux dire? Non, là, vous sûr. parlez de Forte, moi, j'en ai... Enfin, je sais pas. C'est sûr. C'est pour ça que je me permets de le dire, là. Voilà, bah, c'est bien. Bah oui. Merci, ouais. En fait, il faut s'aider. Il faut vraiment pas hésiter. Et la dernière question, pardon, je termine, parce qu'au départ, c'était une autre... Ouais. C'était pour Monsieur Gaëtan. J'avais une question par rapport aux résidences à New York. Combien de résidences sont octroyées de 1 mois à New York sur l'année? Parce que je sais qu'il y a 3 mois et il y a aussi les résidences d'1 mois qui peuvent être demandées. Alors, les résidences ont une durée moyenne entre 1 et 3 mois, mais il n'y a pas un format de résidence d'1 mois. En fait, en gros, la Villa Albertine donne 50 résidences par an, parmi lesquelles une minorité sont des résidences faisant l'objet d'appels spécifiques. Par exemple, si vous êtes artisan d'art ou designer, là, il y a une résidence spécifique à New York qui a une durée de 2 mois. Et le principe des résidences, c'est qu'elles sont adaptables selon le calendrier, et donc vous choisissez la ville et la durée. Je veux juste ajouter un mot sur la question des mères de famille. C'est vrai que quand nous, on a créé la Villa Albertine, on était en plein dans cette discussion-là, et c'est vrai que les premiers, on avait ce biais-là de se dire, c'est vrai que c'est quand même compliqué d'offrir une résidence à quelqu'un qui peut-être un peu moins en profiter. Bon, en fait, c'est horrible de penser comme ça. Et donc, en discutant avec d'autres résidences, avec des artistes, avec aussi l'expérience qu'on avait d'accompagnement depuis de nombreuses années d'artistes à faire d'autres modalités, on s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre de points sur lesquels il faut qu'on soit absolument intransigeant. Le premier d'entre eux étant que soit évidemment des artistes qui ont un besoin d'accompagnement pour une raison de santé, soit une situation de famille. Alors il y a le cas, on y pense tous, effectivement, de la jeune mère de famille avec ses enfants, mais il y a d'autres situations familiales qui peuvent justifier que la résidence intègre toute ou partie de la famille. Alors c'est sûr que c'est des moyens différents, c'est pas les mêmes logements, et que quand on n'a pas forcément un lieu donné, c'est un peu plus complexe. Mais je crois que ce qui est important, c'est que la sélection se fasse, c'est comme ce que disait Anne sur l'âge, elle se fasse d'abord sur le projet et la démarche, et que le reste, eh bien, on en fait un élément malgré tout secondaire d'appréciation. Gaëtan, on va vous inviter à venir prendre un verre avec nous. Là, parce qu'on est obligé de libérer la salle, on peut poursuivre la discussion autour d'un verre qui nous est offert par la DAGP. Merci à tous. Merci à Sandrine et à Gaëtan. Et à très bientôt. Merci encore.